Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le système vestibulaire sous-tend le sens de l'équilibre, véritable sixième sens, au même titre que la somesthésie, la vision, l'audition, la gustation ou l'olfaction. Ce sens est néanmoins extrêmement particulier, en cela que l'on en prend véritablement conscience que lorsqu'il dysfonctionne, par exemple, au cours d'un vertige. Dans ce cours, nous verrons comment les informations périphériques sont traitées au sein d'un très ingénieux système localisé dans l'oreille interne et comment ces informations sont relayées vers le cerveau qui va nous permettre de coder dans les trois plans de l'espace notre position corporelle. Je vous souhaite un bon travail. L'équilibration est une fonction dans laquelle des informations en provenance de capteurs périphériques va permettre à notre cerveau d'élaborer une commande motrice nous permettant de nous positionner dans l'espace, par exemple de nous tenir debout. Le système qui sous-tend principalement ce sens de l'équilibre est le système vestibulaire, dont les capteurs sont localisés dans une partie de l'oreille interne différente de celle dévolue à l'audition, appelée le labyrinthe. Ce système, du fait de ses connexions avec les structures motrices, participe au contrôle de la posture et à la coordination des mouvements réflexes des yeux et de la tête. L'équilibration est néanmoins une fonction très complexe qui ne se résume pas qu'au seul système vestibulaire. Notre cerveau fusionne des signaux provenant d'autres capteurs, qu'ils soient visuels, articulaires, musculaires ou de pression. Les messages du système vestibulaire sont ainsi intégrés avec ceux des systèmes visuels et somesthésiques pour permettre la perception de la position et de l'orientation du corps dans l'espace. Le labyrinthe, véritable organe de l'équilibre, fait partie de l'oreille interne. Il est constitué de deux parties, le labyrinthe osseux, c'est-à-dire la boîte, et le labyrinthe membraneux, ce qu'il y a dans la boîte. Le labyrinthe osseux est enchâssé dans le rocher de l'os temporal. Il est rempli de périlymphe, de composition voisine à celle du liquide céphalorachidien. Il comprend le vestibule et trois canaux semi-circulaires qui sont chacun disposés dans l'un des trois plans de l'espace. Le labyrinthe membraneux est situé à l'intérieur des cavités du labyrinthe osseux. Il communique avec l'organe de l'audition, la cochlée, par le canal réunien. Il est constitué d'une membrane revêtue d'un épithélium baignant dans de l'endolymphe, de composition voisine de celle des liquides intracellulaires. Il comprend trois parties. Le sac et le canal endolymphatique qui alimentent le labyrinthe en endolymphe. Les organes autolytiques, que sont l'utricule horizontalement disposé et le sacule verticalement disposé, tous deux logés dans le vestibule. Enfin, les canaux semi-circulaires antérieurs, horizontales et postérieurs qui débouchent près de l'utricule au niveau de renflement appelé ampoule. Les canaux circulaires et les organes autolytiques sont des organes sensoriels qui détectent l'accélération. La transduction des déplacements en influx nerveux se fait grâce à un ensemble spécialisé de cellules sensorielles ciliées. Celles-ci sont localisées dans des épithéliums de structure identique, la crête ampoulaire qui tapisse les ampoules et la macule qui tapisse des parois internes du sacule et de l'utricule. Ces cellules ciliées sont munies à leur pôle apical d'une touffe composée de plusieurs dizaines de stéréocyle, regroupés par ordre de taille croissant vers le stéréocyle le plus long, encore appelé kinocyle. Ces touffes ont une orientation spécifique, chaque cellule ayant un axe de polarité par rapport au kinocyle. Cette polarisation permet aux cellules ciliées de répondre différemment selon la direction d'inclinaison des cils. À leur pôle basal, ces cellules ciliées font synapse avec les neurones ganglionnaires bipolaires qui relayeront l'information vestibulaire vers les noyaux vestibulaires du tronc cérébral.
Au niveau de la crête ampoulaire, les cygnes baignent dans une masse gélatineuse, la cupule, qui obstrue la cavité de l'ampoule et forme une barrière flexible que ne peut franchir le flux de l'endolymphe au sein des canaux semi-circulaires. Les cils des cellules ciliées maculaires pénètrent eux aussi dans une substance gélatineuse, la membrane autolytique, recouverte de cristaux de carbonate de calcium, les otolithes, encore appelés otoconies. Cette organisation des épithéliums vestibulaires, des canaux semi-circulaires et des organes otolithiques permet de rendre compte des mouvements de la tête dans différentes directions. La perception des accélérations angulaires ou rotations est assurée par les canaux semi-circulaires, par exemple lorsqu'une personne tourne sur elle-même. Les canaux semi-circulaires droit et gauche sont disposés en miroir par rapport au plan médio-sagittal selon 3 plans perpendiculaires. Les récepteurs, c'est-à-dire les crêtes ampoulaires, peuvent ainsi répondre aux accélérations angulaires s'exprimant sous forme de tangage, roulis ou lacets. Leur mode opératoire est réciproque, à savoir que lorsque les récepteurs d'un canal semi-circulaire donné sont excités, ceux du canal semi-circulaire contralatéral, coplanaire, sont inhibés. Schématiquement, le fonctionnement de ce système peut être résumé comme suit. Lors d'une rotation de la tête, le liquide endolymphatique, du fait de son inertie, a tendance à rester fixe, tandis que le canal semi-circulaire tourne autour de lui. C'est le même phénomène qui se passe quand on fait tourner rapidement une assiette. Celle-ci tourne sans entraîner le liquide, qui reste fixe. Il se crée donc un déplacement de liquide dans le canal, ce qui a pour effet de déformer la cupule et de fléchir les stéréocyles. Selon que la déflexion des stéréocyles se fera vers les stéréocyles les plus longs, et donc le kinocyle, ou les plus courts, les cellules ciliées seront dépolarisées ou hyperpolarisées, entraînant ainsi soit une augmentation de la fréquence des décharges des fibres vestibulaires, soit sa diminution. La combinaison des réponses activatrices et inhibitrices des canaux pendant un mouvement de la tête produit ainsi un ensemble de signaux nerveux qui arrivent aux noyaux centraux et qui représentent parfaitement le vecteur de mouvement dans l'espace physique. Les accélérations linéaires ou translations sont perçues par les organes otolithiques. Un exemple d'accélération linéaire que nous subissons en permanence est la gravité terrestre. Lors d'une déviation de la tête de sa position de repos, les otoconies glissent sur la membrane otolithique et produisent une force de cisaillement sur les cellules réceptrices maculaires qui la transforment en message nerveux. On peut se représenter le fonctionnement de ce système en pensant à un passager debout dans un bus qui se tient à une poignée. Lors de la marche normale ou à l'arrêt, il tient debout sans problème, il ne tire donc pas sur la poignée qui reste verticale. Lors d'une accélération, il est entraîné vers l'arrière, il se retient à la poignée qui est donc inclinée vers l'arrière. Le même mécanisme se produit lors d'un freinage. Les cils des cellules ciliées maculaires sont sollicités de la même façon par les otoconies et les cellules ciliées émettent un signal nerveux en fonction du sens et de l'importance de la courbure de leurs cils. La masse de la membrane otolithique par rapport à l'endolymphe qui l'entoure fait que le déplacement des cils, lesté par les otoconies, s'effectuera de façon transitoire ou phasique lors d'accélérations linéaires, mais de façon continue ou tonique lors d'une inclinaison de la tête. Dans un cas comme dans l'autre, certaines populations cellulaires pourront, du fait de leur polarité, être stimulées ou au contraire inhibées. Les neurones ganglionnaires bipolaires ont leur corps cellulaire localisé dans le ganglion de Scarpa. Les fibres vont former un faisceau commun avec celle issue de la cochlée pour constituer le nerf cochléo-vestibulaire ou 8e nerf crânien et gagner les noyaux vestibulaires du tronc cérébral localisés dans le bulbe. Les noyaux vestibulaires se connectent aux noyaux oculomoteurs, à la moelle épinière, au thalamus, au cervelet et aux noyaux vestibulaires contralatéraux. Aucune afférence vestibulaire primaire ne traverse la ligne médiane.
De par ces connexions, le système vestibulaire va renseigner le corps sur les aspects dynamiques et statiques du mouvement. Les aspects dynamiques du mouvement sont traités par les canaux semi-circulaires. C'est par exemple le cas de la coordination des mouvements de la tête et des yeux, qui est l'une des fonctions essentielles du système vestibulaire. Un réflexe particulier, le réflexe vestibulo-oculaire, a pour fonction d'induire des mouvements oculaires qui contrebalancent les mouvements de la tête et permettent ainsi de garder le regard fixé sur un point particulier. Ce réflexe met en jeu les connexions des noyaux vestibulaires supérieurs et médians sur les noyaux oculomoteurs du 3 et du 6 qui contrôlent les muscles des globes oculaires droit interne et droit externe, respectivement. Lors d'une rotation de la tête sur la droite, par exemple, l'activité du canal semi-circulaire droit va être augmentée, entraînant une augmentation de la fréquence de décharge des fibres vestibulaires. Les connexions du noyau vestibulaire droit avec le noyau oculomoteur externe contralatéral étant excitatrices, l'activité accrue du 6 gauche va commander directement la contraction du muscle droit externe de l'œil gauche et, indirectement, par la mise en jeu du noyau oculomoteur commun ipsilatéral, la contraction du muscle droit interne de l'œil droit. De façon concomitante, la rotation de la tête sur l'inde droite induit également une inhibition de l'activité du canal semi-circulaire gauche. Selon les mêmes principes, il en résultera un relâchement des muscles droit externe de l'œil droit et droit interne de l'œil gauche. L'ensemble concourt à une déviation conjuguée des yeux vers la gauche. L'analyse du réflexe vestibulo-oculaire est particulièrement utile pour déterminer les atteintes du tronc cérébral chez les patients dans le coma. Les aspects statiques du mouvement sont pour l'essentiel traités par les organes otolytiques. Au travers du réflexe vestibulo-spinal, les organes otolytiques transmettent les informations sur la gravité et l'accélération linéaire aux muscles squelettiques, assurant ainsi les ajustements posturaux du corps. Les organes otolytiques se projettent en majorité sur la partie latérale et inférieure des noyaux vestibulaires. De là, des projections vers la moelle empruntent le faisceau vestibulo-spinal latéral qui contrôle les muscles extenseurs antigravitaires, assurant ainsi l'équilibration et le maintien de la posture érigée. Ce système inclut aussi les canaux semi-circulaires qui, en plus de leur relais vers les noyaux oculomoteurs, projettent sur la partie médiane des noyaux vestibulaires, d'où l'information est ensuite relayée par le faisceau vestibulo-spinal médian jusqu'aux segments cervicaux de la moelle qui contrôlent les ajustements posturaux de la tête. Les noyaux vestibulaires émettent également des fibres vers le complexe nucléaire ventro-postérieur du thalamus contralatéral, qui relaie leur message vers les aires corticales de la sensibilité vestibulaire. Chez l'homme et le singe, il n'existerait pas de zone corticale spécialement dédiée au traitement des informations vestibulaires. Le cortex vestibulaire est en fait un cortex multisensoriel qui répond aux informations vestibulaires, optocinétiques et somatosensorielles. Il est largement distribué et comprendrait entre autres le cortex vestibulaire pariéto-insulaire ou PIVC, localisé près de la partie postérieure de l'insula, l'aire 2V ou région vestibulaire pariétale de l'aire 2, l'aire 3AV ou aire somatosensorielle vestibulaire, enfin l'aire 7 ou lobule pariétal inférieur. Les neurones de ces régions sont connectés au système vestibulaire et répondent à des stimuli proprioceptifs et visuels, ainsi qu'à des stimuli vestibulaires. Beaucoup d'entre eux sont activés par des stimuli visuels mobiles, ainsi que par la rotation du corps, même lorsque les yeux sont fermés, ce qui laisse supposer que ces régions corticales sont impliquées dans la perception
de l'orientation du corps dans l'espace extracorporel. Le cervelet, enfin, reçoit en permanence des informations sensorielles des organes autolytiques et ampoulaires. Ces informations permettent au cervelet de contrôler les activités motrices générées par le cortex cérébral et de faire les ajustements nécessaires. Le cervelet envoie en effet continuellement des influx nerveux aux aires motrices cérébrales en réponse aux informations vestibulaires, ce qui incite le système moteur à augmenter ou à diminuer les influx qu'il envoie à des muscles squelettiques précis pour maintenir l'équilibre.